toutes et à tous, merci d'être avec nous dans cette deuxième journée consacrée à la manifestation scientifique organisée pour fêter les 10 ans du LabEx Futur. Je suis ravie, donc j'ai le plaisir et l'honneur d'introduire cette deuxième journée au nom de la co-direction et en tant que représentante de l'école d'architecture de Paris-Belleville. Au cours de la première journée, plusieurs membres du LabEx ainsi que des chercheurs et des chercheuses provenant d'autres contextes scientifiques et géographiques nous ont permis de débattre de certains des enjeux présents et futurs de la ville auxquels cette manifestation est dédiée. Notamment autour des deux tables rondes de l'après-midi du 15 juin, donc on a abordé entre autres donc, les thèmes des inégalités observées sous les prismes de la production et de la gestion des données, ainsi que les thèmes de la mobilité analysés dans les cadres de la ville post-mobile. Si ces thèmes ne sont certes pas exhaustifs de la pluralité et de la diversité des thèmes abordés par l'ensemble des GT du LabEx, certes ils rendent compte en fait de l'approche interdisciplinaire que ce LabEx défend. Dans un autre registre, on a également dédié deux temps pour échanger autour des enjeux, des formats, de la diffusion de la recherche urbaine qui certes est très importante pour les chercheurs et ainsi que pour les acteurs qui sont concernés. Mais on a aussi pu échanger avec plusieurs membres donc, qui ont participé activement à la construction de ces LabEx et qu'on remercie vivement. Et donc cet échange nous a permis de faire un retour prospectif sur les visions du LabEx sans refaire forcément son histoire. Et au cours de cette première table ronde, donc, plusieurs choses ont été dites concernant l'intérêt et la pertinence du LabEx, que j'ai tenté de relire, mais très rapidement, parce qu'il me semble très important de rappeler ces éléments. Il me semble que l'ensemble de ces témoignages a témoigné d'une part de ce que le LabEx n'est pas. Donc plusieurs intervenants ont insisté sur ce que le LabEx n'est pas, c'est-à-dire le LabEx n'est pas une structure physique, le LabEx n'est pas une ANR, le LabEx n'est pas un super laboratoire qui s'est superposé aux unités de recherche qui les composent aujourd'hui. Et d'autre part, ces mêmes témoignages ont témoigné par une pluralité de formules, mais aussi des métaphores que je ne vais pas forcément rappeler, mais que je vous laisse le plaisir de retrouver dans les enregistrements que vous trouverez sur les sites du LabEx les prochains jours. Donc je disais, ils ont témoigné donc, du caractère, je dirais, peut-être pas inédit, mais certainement expérimental de ces dispositifs. Donc en fait, ces deux types de registres finalement nous ont montré d'une part les limites, je dirais, d'un modèle classique, j'oserais dire, de gestion de la recherche basée sur la mise en concurrence des appels à projets, et d'autre part peut-être les atouts et donc les potentialités d'un modèle de gestion et de production de la recherche incitatif, donc original, basé sur la coopération, sur la collaboration des chercheurs qui sont réunis sur la base volontaire, afin d'apporter effectivement et de contribuer à la production des connaissances scientifiques originales sur les transformations des espaces urbanisés et des sociétés urbaines. Donc cette dynamique qui est supportée donc, par un fonctionnement souple basé sur la confiance et sur les temps longs a permis de constituer des groupes qui ont évolué au fil du temps, on l'a vu hier, qui ont réussi à définir leurs thèmes de recherche librement. Cette dynamique a également permis de recruter des jeunes chercheurs, des doctorants, des post-doctorants qui sont, comme on l'a vu, donc des chevilles ouvrières, si j'ose dire, donc des groupes transversaux de recherche sur lesquels le LabEx s'appuie, et ont aussi permis de créer les bases pour instaurer un dialogue fécond entre formation et recherche, comme l'ont montré les écoles d'été que le LabEx a pu supporter pendant ces années. Donc je me permettrai donc, de porter un regard donc, et des souvenirs l'école d'été de 2019 à laquelle j'ai participé avec grand plaisir avec mes collègues et qui était dédiée notamment aux dynamiques périurbaines, qui montrent bien comment les objets entre guillemets du LabEx évoluent et certes ne rendent pas forcément compte uniquement de l'objet ville comme un objet figé, mais plutôt des dynamiques induites par les phénomènes d'urbanisation qui nous suggère de dépasser certes des périmètres figés, mais qui effectivement rend compte effectivement de la indissociabilité du territoire à côté de la ville. Donc dans cette première journée, on a beaucoup insisté sur les comment
faire la recherche, il me semble. Et en fait, on a beaucoup insisté sur les caractères interdisciplinaires, donc sur l'interdisciplinarité radicale. Et il me semble peut-être intéressant de poser aujourd'hui une deuxième question qui se pose et qui me permet d'introduire cette deuxième journée en ordre inversé, je vous propose, donc, et qui est la suivante. Pourquoi on fait de la recherche et pourquoi faire de la recherche urbaine? Certes, une question trop complexe pour être abordée rapidement, mais qui traverse notamment tous les travaux et donc les interrogations posées le long de cette manifestation et les travaux donc, des chercheurs qui sont impliqués au sein du LABEX et qui notamment me semble être au cœur de la deuxième, disons de la troisième table ronde donc de l'après-midi, de cet après-midi, donc qui est dédiée à la construction des futurs urbains, donc animé par Olivier Coutard, qui rend compte aussi également de l'évolution du LABEX Futur Urbain, qui ouvre constamment des nouveaux dispositifs pour pouvoir produire des connaissances originales. Je disais pourquoi faire de la recherche, donc cette table ronde notamment posera la question de la place de la recherche et des chercheurs dans la société, qui dans un contexte de remise en cause des ressorts de la légitimité scientifique et de l'évolution de la place des chercheurs dans la société me semble cruciale. Cette même interrogation qui doit se poser, je pense, à tous les chercheurs, donc pourra aussi traverser les deux tables rondes qui sont prévues pendant la matinée, donc que je rappelle. Donc, la première, ville, mobilité, santé, entre aménagement du territoire et santé publique, qui sera animée par Hélène Schaurer, donc maître des conférences à l'Université Paris-Est-Créteil et impliquée dans les GT mobilité urbaine pédestre. Et la deuxième table ronde, donc public-privé, régulation foncière, repenser nos modèles, agir collectivement, qui sera animée par Martine Drozd, géographe chargée des recherches au CNRS et chercheuse au LATS, et Isabelle Chénaud, maître de conférences à l'INSA de Paris-Malaquais et chercheuse à l'OCR ACS et impliquée dans les GT production urbaine et marché. Je remercie l'ensemble des membres qui nous ont permis d'articuler et de porter donc, ces tables rondes et les intervenants qui participeront notamment à ces tables rondes. Avant de leur passer la parole, je souhaiterais, si vous me permettez aussi, d'ajouter quelques considérations personnelles. D'abord, dans un moment où je m'apprête à quitter la direction du LABEX pour des raisons personnelles, je souhaite remercier Nathalie Londré qui m'a fait confiance en me laissant sa place à la direction collégiale du LABEX en 2017 pour représenter les écoles d'architecture au sein de la direction collégiale qui a été instaurée à ce moment-là. Et je voudrais aussi remercier publiquement et de manière officielle Olivier Coutard, Bruno Tassin et Loïc Van-Lorge, aux côtés desquels j'ai travaillé pendant ces années, parce que pour la première fois, j'ai expérimenté l'intérêt d'un travail collectif dans un climat de confiance qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et donc je suis vraiment très reconnaissante. Je termine avec un dernier mot en souhaitant vraiment une bonne journée et à vous tous. En souhaitant une longue vie au LABEX, dont j'espère que la dynamique impulsée depuis 10 ans puisse poursuivre, et donc en souhaitant aussi aux chercheurs de poursuivre leurs activités en intégrant peut-être des nouveaux membres, certainement, et surtout dans l'idée de conforter, l'idée de construire collectivement nos futurs, urbains ou des chercheurs en général, réinterrogeant en permanence les raisons et les moyens de leurs actions qui peuvent et doivent se situer dans la société. Je vous remercie beaucoup et bonne journée à tous. Merci, bonjour à toutes et à tous de nous rejoindre ce matin pour cette deuxième journée de ces 10 ans du LABEX. Merci beaucoup de nous avoir invités à présenter ces thématiques qui nous sont chères autour d'une table ronde que nous avons intitulée donc Ville, mobilité et santé. Et en réunissant autour de cette table et autour de ces questions des profils qui sont volontairement très différents. Donc cet exercice de table ronde, en fait, pour tout vous dire, on l'a préparé ensemble. C'est-à-dire qu'on s'est réunis en amont de cette matinée, on a réfléchi, on a discuté ensemble de ces interactions entre ville, mobilité et santé, sur ce qui fait qu'une ville est favorable à la santé, sur ce qui fera qu'une ville sera favorable à la santé dans le futur. Avec comme optique de limiter, voire de réduire les inégalités sociales et spatiales de santé. En effet, la crise sanitaire nous l'a rappelé, pour ceux qui avaient pu l'oublier, que les inégalités de santé sont nombreuses et que ces inégalités s'observent entre les individus et entre les territoires.
Donc avant de commencer à faire un bilan et à discuter de ces enjeux pour la ville du futur, je vais laisser le soin à chaque intervenant de se présenter, ce qui sera bien plus efficace que si c'est moi qui le fais, en sachant que 3 d'entre nous sont impliqués dans 3 différents groupes de travail du LABEX Futur Urbain. Donc je passe le micro à ma voisine qui le passera en continuant comme ça, et ensuite on vous proposera les questions qu'on s'est posées ensemble, puisqu'on a vraiment préparé cette matinée comme un travail collectif. Merci Hélène. Donc moi je suis Isabelle Coll, je suis professeure à l'UPEC, je suis chimiste et donc je fais ma recherche en sciences de l'atmosphère. Je travaille plus spécifiquement sur la qualité de l'air dans les espaces urbains avec une approche de modélisation. Donc cette modélisation, je la réalise à l'échelle urbaine, donc forcément je m'intéresse vraiment beaucoup à l'environnement urbain, dans des situations qui sont soit actuelles, soit prospectives, avec un focus aujourd'hui de ma recherche sur vraiment les scénarios urbains, comment l'organisation urbaine impacte les émissions dans l'espace urbanisé et comment finalement on peut jouer sur les principaux leviers pour diminuer ces émissions, que ces leviers soient comportementaux ou soit technologiques. Je m'intéresse beaucoup également à l'exposition des individus dans l'espace urbain et de fait aux inégalités environnementales qui peuvent être identifiées quand on travaille sur l'exposition des individus et à quoi sont liées ces inégalités environnementales, contraintes ou pratiques sociodémographiques. Et donc voilà, avec ce défi de pouvoir inclure de l'humain dans un modèle physico-chimique. Alban, tu peux ? Merci beaucoup. Je ne sais pas quelle est la politique, on baisse, on relève le masque. C'est toi qui fais. Si vous entendez correctement, je reste comme ça. Donc bonjour à tous, Alban Narbonne. Je suis chargé de mission urbanisme et santé chez Ecopolis. Ecopolis, on est un centre de ressources pour l'aménagement et la construction durable en Ile-de-France. Et en fait, ça fait depuis maintenant 4-5 ans qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet sur les enjeux de santé en lien avec l'aménagement et l'urbanisme, et qu'on a décidé de vraiment monter en compétence sur ce sujet, tant sur la partie affiner nos connaissances, affiner les retours d'expérience, mais aussi pouvoir accompagner les professionnels dans l'intégration de ces nouveaux enjeux. C'est à ça qu'on essaie de travailler depuis maintenant quelques temps. Merci. Simon ? Bonjour, moi je m'appelle Simon Gautron, je suis doctorant en géographie en fin de thèse à Montpellier dans une UMR qui s'appelle Innovation, qui est une UMR interdisciplinaire, et donc je travaille sur les questions d'accessibilité à l'alimentation dans une équipe pluridisciplinaire, notamment avec des nutritionnistes épidémiologistes. Donc on a vraiment cette interface espace géographique et urbain en l'occurrence, parce qu'on travaille sur Montpellier, et santé avec cette composante de nutrition. Moi je travaille principalement avec deux manières, une manière plutôt à l'échelle des quartiers. L'idée c'est de regarder un peu les inégalités d'accès au sein même des quartiers de la ville de Montpellier et quelles sont les différences qui peuvent exister entre quartiers en termes d'inégalités socio-spatiales. Et un autre aspect, donc là, qui intègre les mobilités des individus. Et donc pour reprendre les propos juste avant, l'idée c'est de regarder l'exposition des individus à travers leur mobilité quotidienne. On va regarder quels sont les commerces, quelle est l'offre alimentaire à laquelle ils sont exposés dans leur vie quotidienne, en allant au travail, à leur lieu d'activité, leur loisir. Et donc l'idée c'est de voir est-ce que toutes les populations sont exposées aux mêmes choses, quelles sont les opportunités qu'ils ont, et vice-versa. L'idée derrière tout ça c'est de regarder comment une ville peut se saisir des questions d'alimentation dans l'aménagement urbain pour faciliter, favoriser des pratiques plus durables et plus saines. Je vais passer le micro à Jean. Merci. Jean ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean Estebanez, je suis maître de conférence à l'UPEC en géographie. Et donc moi, je m'intéresse aux relations entre humains et animaux d'un point de vue de sciences sociales. J'avais commencé mes recherches en m'intéressant aux dispositifs de mise en scène et de présentation d'animaux dans le cadre de jardins zoologiques. Et les raisons qui m'ont amené à m'intéresser aux questions de santé, c'est mon implication dans le domaine d'intérêt majeur One Health de la région Île-de-France, qui s'intéresse donc, c'est un domaine d'intérêt majeur qui a plutôt une valence en épidémiologie, on va dire, en infectiologie, mais qui a un volet sciences sociales.
Et donc, OneHealth, c'est évidemment une des dimensions de la mondialisation, c'est une des dimensions de la circulation entre les humains et les animaux. Et de ce point de vue-là, j'étais amené à m'intéresser à des questions de santé, voir comment circulent non pas seulement des pathogènes, mais des concepts, des dispositifs, des façons de penser les relations entre les uns et les autres. Merci. Et donc, Hélène Charrer, je suis donc maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil, chercheur au Lab Urba. Et je suis également chercheur associé dans une unité d'épidémiologie. Et donc, je travaille notamment sur les interactions entre ville et santé pour regarder comment, effectivement, rendre une ville plus favorable pour la santé. Donc, cette table ronde, on l'a voulu, on a vraiment fait en sorte qu'autour de la table, il y ait des disciplines, il y ait des manières de penser un peu différentes. Et quand on a discuté entre nous en amont de cet événement, je vous ai dit, c'est vraiment un travail collectif. On s'est tout de suite rendu compte que malgré ces disciplines très différentes, ou ces approches très différentes qu'on pouvait avoir de ce triptyque santé, ville et mobilité, on s'attaquait tous à des systèmes complexes qui, de surcroît, interagissent entre eux. Donc la santé, par exemple, c'est vraiment quelque chose de multifactoriel. Un bon état de santé, ça va dépendre de facteurs individuels sur lesquels nous, en tant que géographes, en tant que chimistes, on ne peut pas agir, c'est comme par exemple l'âge. Mais la santé va aussi dépendre de comportements, par exemple des comportements nutritionnels, tu l'as rappelé Simon, mais également d'activité physique. Et puis la santé va dépendre de facteurs qui sont dits contextuels ou environnementaux, comme par exemple les nuisances environnementales et en particulier la qualité de l'air. Et cette vision de la santé, elle se traduit dans des concepts qui ont émergé ces dernières années. Donc par exemple le concept d'exposome, le concept de One Health, tu en as parlé également Jean, qui vont être abordés tout au long de notre table ronde, que je ne prends pas le temps là de définir, mais sur lesquels on va revenir. Et puis cette vision de la santé, elle implique également, ou même plutôt elle doit en fait impliquer, et c'est le cas aujourd'hui, plusieurs disciplines et puis de nombreux acteurs, et donc se diriger clairement vers de l'interdisciplinarité. Donc face à cette complexité, puisqu'on a différents systèmes, de l'interdisciplinarité, de nombreux acteurs, il faut nécessairement relever plusieurs défis. L'un d'entre eux, c'est d'évaluer les interactions et de mieux comprendre les dynamiques de changement. Donc, par exemple, en tant que chercheur, on est mis au défi d'évaluer ces dynamiques en intégrant la pluralité des échelles spatiales, des échelles temporelles, et puis en intégrant et en écoutant les différents points de vue disciplinaires. Ces évaluations des dynamiques, elles doivent s'appuyer sur des concepts et des théories solides, sur des méthodes rigoureuses, sur des données, alors qui de surcroît en santé vont être très vite des données sensibles, dans l'objectif de produire des connaissances. Et c'est sur ce quid de ces connaissances, quid de ces savoirs, qu'on a souhaité discuter avec vous aujourd'hui et créer vraiment l'interaction avec la salle, même si vous êtes, pour la plupart d'entre vous, en distanciel. Donc un autre enjeu, et c'est celui qui va lancer notre débat, interroge justement cette circulation des savoirs avec un objectif d'aide à la décision qui va être dans notre cas et de l'aide à la décision en santé publique, mais aussi de l'aide à la décision en aménagement du territoire. Ainsi, quel savoir on va communiquer, comment on va le communiquer, à qui on va le communiquer. Donc d'un côté, et quand on en discute, notamment par exemple avec des épidémiologistes, c'est le contexte, mais on y réfléchissait avant la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, certains scientifiques estiment que le savoir qu'ils produisent n'est pas forcément suffisamment utilisé, ou pire, et Simon tu nous en avais parlé, il est parfois mal utilisé, tout en sachant qu'en tant que chercheur, il n'est pas non plus question de s'ériger en arbitre absolu qui va décider de ce qu'il convient de faire ou non. Et au sein même de notre communauté scientifique, alors je mets des guillemets, je ne sais pas trop ce que c'est qu'une communauté scientifique, mais la question du comment documente-t-on ce qui est vrai est une vraie question qu'on se pose en fonction de nos disciplines et qui va amener des discussions et des questions au sein même de nos différents consortiums de recherche quand on est sur des recherches vraiment pluridisciplinaires. Donc ça, c'est plutôt pour le côté recherche. De l'autre côté, on a des décideurs politiques, et Alban, tu traduiras un petit peu cette parole-là, qui peuvent être déçus au final par ce qu'on apporte, parce qu'ils considèrent que ces apports scientifiques, ils restent flous, ou ils sont parfois difficiles à comprendre, ou ils voudraient qu'on leur dise exactement comment faire la vie, sauf que ce n'est pas forcément notre rôle. Et donc, eux, ils veulent ces réponses pour faire face aux défis du monde auxquels ils sont confrontés.
Et puis on a un troisième acteur qui sont les populations, qui sont au final souvent perdues face aux multiples orateurs, aux multiples messages qui sont transmis, tout en étant en parallèle sollicités par nous, les chercheurs, et par le monde opérationnel pour participer par exemple à cette science au travers de démarches participatives. Du coup, la première question qu'on s'est posée, avec laquelle on voulait discuter avec vous, c'est est-ce qu'il existe un moyen, est-ce qu'il existe des démarches pour organiser et structurer cette diffusion des connaissances et des savoirs sur des enjeux qui sont aussi complexes que la ville et la santé, qui en plus interagissent entre elles. C'est une vaste question, mais on s'est dit que c'était vraiment intéressant d'y réfléchir ensemble pour la suite de ces futurs urbains. Donc du coup, à qui, parce que moi j'ai juste le rôle du coup maintenant de passer le micro, à qui je passe le micro? Isabelle? Je vais présenter un peu ce qu'on fait à notre communauté. Donc, il faut voir aussi l'historique des communautés et finalement d'où on vient aujourd'hui quand on participe par exemple à ce genre de programme. Moi je viens d'une communauté où les questionnements sont très physico-chimiques, c'est-à-dire qu'ils sont relatifs à l'évaluation et la hiérarchie des processus physiques, des processus chimiques, des espèces dans l'atmosphère, au développement de technologies de mesure, à l'analyse des tendances quantitatives sur les polluants dans le temps, à l'appréciation des gradients dans l'espace, et au développement de modèles pour la prédiction et l'analyse de la composition de l'atmosphère. Donc la dimension humaine est complètement absente de ces travaux. Et mon historique, il est vraiment particulier dans ma communauté. Encore aujourd'hui, je ne suis pas très représentative de ma communauté, puisque j'ai vraiment fait, il y a une dizaine d'années, ce pas vers de la transdisciplinarité. Donc j'ai vraiment participé au LabEx tout au début. C'est Frédéric qui m'avait proposé d'animer et de construire les groupes de travail du LabEx. Alors moi j'étais ravie parce que j'avais vraiment envie et besoin de cette disciplinarité dans mon domaine, et puis je trouvais ça super intéressant d'aller vraiment regarder ce qu'on pouvait faire. À l'époque, quand on faisait de la modélisation des futurs urbains dans notre communauté, on disait, ben voilà, les réglementations disent qu'il y a moins 15% sur les polluants, donc on va faire moins 15% sur les polluants parce qu'il y aura des moteurs plus propres ou des cheminées avec des filtres plus efficaces. Et on regardait un petit peu l'évolution de la qualité de l'air. Et il y a eu un moment, à la fin des années 2000, des programmes européens sur les mégapoles, quel est l'impact des mégapoles. Je me suis dit, mais une mégapole, c'est une ville, enfin, quelle est la différence finalement? C'est une ville dense, donc comment on peut comprendre qu'une mégapole ou qu'une ville moins dense ait un impact différent sur la qualité de l'air localement ou en termes d'export vers le reste de l'atmosphère. Et donc j'ai créé le groupe de modélisation urbaine dans cette animation DGT parce que j'avais cette question-là qui était finalement comment est-ce qu'on peut modéliser une ville autrement qu'au travers de ses émissions. Donc j'ai créé le groupe et puis à la première réunion, j'ai dit voilà, nous on veut faire une ville dense, mais moi si je fais une ville 2 fois plus dense, je multiplie les émissions par 2 sur un même périmètre, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'aider? Et là j'ai plein de gens qui m'ont aidé et qui m'ont dit bah moi je fais de l'évolution du tissu urbain en fonction de l'économie, moi je fais de la mobilité qui est générée par le positionnement des zones d'emploi par rapport aux zones d'habitation. Moi, je travaille sur les politiques publiques d'aménagement. Et donc, il y a eu cette dynamique qui était vraiment, pour moi, complètement inespérée, qui m'a ouvert beaucoup d'horizons. J'étais venue avec mes questions, avec mes attentes, et j'ai trouvé beaucoup de collaboration. J'ai eu la chance de pouvoir aussi travailler avec le GT sur l'énergie et de pouvoir participer à un grand projet qui a été piloté par Olivier Coutard, dans lequel finalement on a travaillé avec des gens du LAT, du LVMT, du CIRED, sur des scénarios futurs, et on a réussi à développer dans notre laboratoire un modèle qui crée des scénarios, et ces scénarios sont basés sur l'humain, c'est-à-dire qu'on regarde où sont positionnées les populations dans l'espace urbain, où sont les zones d'emploi, comment les gens se déplacent, avec des possibilités de moduler les comportements en fonction des contraintes, en fonction des pratiques. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, on a ce modèle qui fonctionne bien
et qui est capable de créer des scénarios dans lesquels on a changé l'aménagement urbain, on a changé l'offre de transport, on peut même changer les comportements plus ou moins proactifs pour l'environnement, etc. Et donc j'ai pris le relais de ce projet en pilotant moi-même un nouveau projet dans lequel j'ai proposé à Hélène de travailler sur les inégalités d'exposition, et ce qui m'a ouvert une nouvelle vraiment dimension dans ce travail, qui est la dimension d'exposition et d'inégalité environnementale. Et donc aujourd'hui, dans ma communauté vraiment physico-chimique, il y a de plus en plus d'acteurs de la recherche qui se positionnent sur des problématiques de ce type-là opérationnelles. Alors c'est sous l'impulsion des financeurs, l'ADEME ou les DIM qui ont été créés, mais aujourd'hui on commence à avoir l'évaluation de dispositifs urbains comme les ZFE, les zones piétonnes, l'impact des dispositifs qui visent la réduction de la mobilité individuelle, comme l'offre de transport en commun améliorée, plus rapide, plus efficace, etc. Les questions de sensibilisation des individus à leur propre santé, on peut utiliser plus la marche, le vélo, etc. Et aujourd'hui, on commence à travailler même sur les comportements qui peuvent être générés par une prise de conscience ou finalement la démocratisation de l'information avec les capteurs individuels, d'exposition, etc. Et donc comme les recherches aujourd'hui sont de plus en plus associées à des diagnostics autour de l'individu, les approches de qualité de l'air dans l'espace urbain descendent en échelle et elles prennent en compte l'environnement. On travaille avec des modèles très fine échelle sur la qualité de l'air dans une rue Cayenne, et donc on se pose des questions d'urbanisme finalement. Est-ce que c'est vraiment problématique de ne pas avoir un bâti ouvert? On se pose aussi des questions sur ce que vont devenir les villes avec les schémas directeurs régionaux, et comment est-ce qu'on peut imaginer un futur plus piéton, comment est-ce qu'on peut imaginer dans une ville plus étalée la réduction de la mobilité individuelle, etc. Et donc on a vraiment ce travail qui aujourd'hui, sous l'impulsion de tous ces efforts, le LABEX, les DIM et les financements opérationnels, à visée opérationnelle et à visée transdisciplinaire, et on voit de plus en plus de projets de ce type. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui manque encore, c'est finalement une réflexion poussée, aboutie, sur ces scénarios futurs. Les scénarios futurs qu'on modélise dans cette communauté-là sont encore pilotés beaucoup par les émissions, qui sont encore beaucoup pilotées par la réglementation. Et l'approche systémique du milieu urbain, c'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen de créer les scénarios. Et la question de finalement la réflexion sur la manière dont on peut considérer le contexte urbain comme la partie intégrante d'un système individu, ville, environnement, manque encore un petit peu. Donc voilà, donc la connexion entre les domaines disciplinaires, elle a été faite. Il y a eu beaucoup de travail d'acculturation, vraiment. Et aujourd'hui, il reste encore vraiment à travailler sur la dimension humaine et son exploitation dans les scénarios. Merci Isabelle. Jean, tu voulais compléter et sur la dimension peut-être interdisciplinaire et puis sur cette transmission des savoirs et des connaissances. Oui, merci. Merci Hélène. Oui, ça c'est intéressant parce qu'au fond, j'ai d'une certaine façon la vision de l'autre côté du spectre, puisque moi je participe dans deux cadres à des communautés dans lesquelles je suis plutôt le représentant des sciences sociales dans un monde dans lequel il y a finalement beaucoup d'infectiologues, d'épidémiologistes. Alors, dans le cadre du GT Natures Urbaines, c'est plus mélangé. On a des gens qui ont des sciences de l'ingénieur, qui viennent de l'écologie et des sciences humaines. Mais dans le cadre du domaine d'intérêt majeur de la région Île-de-France, c'est un groupe qui est finalement piloté essentiellement par des savoirs qui viennent de l'épidémiologie et de l'infectiologie. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, évidemment, un des enjeux, c'est celui de l'interdisciplinarité. C'est mis en avant et c'est central, y compris dans le discours de présentation de ces groupes. Et en fait, dans le quotidien du fonctionnement, ce qui apparaît, c'est que cette interdisciplinarité, elle est complexe à mettre en œuvre parce qu'il y a des cultures scientifiques, il y a des régimes en fait de production des savoirs, je pense qu'ils sont assez différenciés, notamment autour de ce que c'est qu'une preuve. C'est pas dire évidemment que le vrai est relatif, mais c'est comment est-ce qu'on va finalement explorer, définir ce qui est une façon de documenter de manière efficace et pertinente le réel. Et là-dessus, c'est difficile parce qu'évidemment on a des méthodologies qui sont
très différenciés, et au fond c'est même la pertinence en fait de la façon dont on va cadrer la question, la façon dont on va la documenter, qui est pas évidente. Et donc c'est ça qui demande un très long travail d'acculturation. Dans le cas du DIM One Health, c'est très évident. On a pourtant il y a des bonus pour l'attribution des financements qui sont définis pour les projets qui seraient interdisciplinaires. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a plutôt des juxtapositions ou des projets qui sont dans un champ ou dans un autre, mais très rarement en fait des projets qui sont pleinement interdisciplinaires, c'est-à-dire en fait qui, depuis le cadrage de la question, depuis la réflexion, le début de la réflexion, sont pensés de manière commune autour d'une thématique qui du coup va être interdisciplinaire. On a plutôt des ajustements, ce qui n'empêche pas que ce soit des travaux de qualité évidemment, mais c'est certain que cette articulation est difficile. D'autant plus dans des domaines, je pense, comme celui de la santé, dans lequel il y a des savoirs qui sont plus ou moins légitimes, classiquement. C'est-à-dire qu'on observe bien qu'il y a certains types de paroles, certains types de façons de produire de la connaissance qui semblent plus légitimes, plus solides, à commencer par pour ceux qui sont parfois les destinataires de ces travaux, les politiques notamment. Et que donc, dans ce cadre-là, évidemment, on va avoir quelque chose qui est tout à fait classique, mais qui sont des rapports politiques, qui sont des rapports de pouvoir au sein des différentes disciplines. Ce qui n'est pas bien, que les collègues sont pas bienveillants et qui écoutent les choses, mais on voit bien au moment des attributions des financements, au moment où il faut décider, qu'on retrouve en fait des équilibres entre les savoirs. Donc ça, je pense que c'est un vrai enjeu, qui est celui de comment est-ce qu'on documente le vrai, et comment est-ce qu'on arrive à, d'une certaine façon, convaincre ou faire participer les collègues des logiques qui sont propres à un autre champ disciplinaire. Et ça, c'est un travail qui est encore en cours, je dirais. Sur la question de la transmission des connaissances, d'un certain point de vue, la communauté, le groupe dans lequel je travaille sur ces questions-là sont des gens qui sont dans la santé publique, ce sont des gens qui sont dans le domaine de l'infectiologie, par exemple, et donc, d'une certaine façon, je pense qu'ils ont des... Alors, je ne sais pas, mais je pense qu'ils ont des formes de connexion avec, finalement, leurs responsables directs, qui font qu'en fait, ces questions ne sont pas tellement posées d'un point de vue réflexif. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas une question qui est posée en tant que telle, parce qu'il y a, je pense, l'idée qu'au fond, leur savoir se diffuse. Alors, évidemment, on voit des gens qui parlent de la télévision, qui se présentent dans le domaine public, mais ce n'est pas une question qui est abordée en tant que telle, en tant que question qui est posée de manière réflexive, comme on pourrait par exemple le voir plus fréquemment, pas toujours, mais en sciences sociales. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est assez surprenant, mais dans mon DIM en tout cas, c'est pas une question qui est posée en tant que telle, à part dans le cadre de colloques qui doivent exister, mais qui sont du coup plutôt pilotés par les sciences sociales. Donc je pense qu'il y a un rapport au savoir, au régime de savoir et à leur diffusion qui sont assez différenciés encore aujourd'hui. Merci pour cette précision. Simon, je vais te passer la parole et ensuite ce sera Alban. Alors tu ne concluras pas parce que c'est pas le but. Le but c'est plus de lancer la discussion, on est bien d'accord. Mais plus dans ton rapport Alban direct avec le monde opérationnel. Donc je passe la parole à Simon. Oui, merci. Effectivement, la question de production de savoir et de la retransmission, elle est importante. Et nous pourrons revenir sur ce que disait Hélène, justement, sur notre communauté. C'est d'origine, et c'est vrai que, moi, dans mon cas, en tout cas, c'est important, et dans notre travail, parce que, à la base, nous, on ne fait pas de la santé, donc il n'y a même pas de l'alimentation, on est de l'agriculture. Moi, là-bas, je suis agronome avant d'être géographe. Et dans mon labo, c'est la majorité des gens travaillent sur l'agriculture. Et depuis longtemps, travaillent avec la métropole, ce qui était l'agglomération de Montpellier avant, et notamment sur les questions de préservation des terres agricoles périurbaines, du foncier, de l'installation des agriculteurs, des circuits courts, etc., qui finalement sont des thématiques aujourd'hui à la mode, mais qui sont dans notre labo et même dans notre département à INRAE, des thématiques très anciennes en fait de recherche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'autrefois le département s'appelait Sciences pour l'action et le développement. Donc il était déjà très impliqué avec les acteurs. Et donc, moi j'ai été recruté dans cette dynamique finalement, pour la première fois en 2014, sous l'impulsion d'élus
des élus de la métropole de Montpellier qui voulaient passer de la question agricole à la question alimentaire et qui se disaient qu'il y avait quelque chose à faire, à élaborer une politique agricole et alimentaire pour les territoires métropolitains. Donc 2014, c'était déjà un petit peu innovant quand même à l'époque, bon, même s'il y avait d'autres territoires qui étaient plus en avance, mais quand même, à cette échelle-là, c'était déjà intéressant. Sauf que la question qu'ils se sont posée, c'est ok, mais comment on s'y prend pour définir ce que c'est qu'une politique agricole et alimentaire sur un territoire de 31 communes. Alors, comparé au Grand Paris, c'est tout petit, mais pour nous, c'était déjà pas mal. Et donc, ils ont sollicité donc, INRAE, Schwabo, qui est un établissement agricole, le CIRAD, un établissement de recherche, pour former un genre de consortium, pour les accompagner, en fait, à élaborer avec ces élus une réflexion sur qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire pour leur territoire, qu'est-ce que les élus souhaitaient. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé le travail ensemble. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'on avait une connaissance énorme sur, quand on regardait toute la chaîne alimentaire, sur tout l'aval. Est-ce que ça faisait des années qu'on travaillait dessus, c'était notre terrain d'étude, et il y avait des mémoires, des thèses, des travaux de recherche extrêmement importants. Mais dès qu'on arrivait sur les questions de l'accès à l'alimentation, de la relation nutrition-santé, et bien en fait, on était relativement démunis. Et alors, sans parler des questions de précarité alimentaire pour lesquelles on n'avait absolument rien. Donc là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, et donc, en discussion avec les élus, on a commencé un travail d'abord sur la précarité alimentaire. Comment on peut penser la précarité alimentaire sur un territoire métropolitain. Et au fur et à mesure, on s'est dit qu'il y avait vraiment besoin d'aller plus loin. On ne pouvait pas se contenter de ces petits focus qu'on avait lancés. Et donc on a lancé tout un travail, donc le projet dans lequel je travaille aujourd'hui, visant à étudier les effets finalement de l'environnement alimentaire, l'organisation spatiale des commerces sur les pratiques des habitants à Montpellier et donc potentiellement leurs effets sur la santé. Donc c'est comme ça qu'on a fait le pont aussi avec les nutritionnistes qu'on ne connaissait pas, on est dans des labos différents, on ne se connaissait même pas à l'époque. Et donc c'est comme ça que s'est créé le lien. Alors, du coup, on a un partenariat qui est très privilégié avec les élus, du fait de cet historique. Pour autant, ça ne rend pas les choses forcément évidentes dans la manière dont nous, on va pouvoir retransmettre ce qu'on produit. Alors, même si le questionnement initial qui a motivé notre recherche, on l'a pensé finalement collectivement, même si les questions de recherche, etc., ont été élaborées par les chercheurs, donc on n'est pas dans un dispositif que je ne qualifierais pas de participatif, on ne l'a pas élaboré concrètement avec les décideurs publics ou avec les citoyens. Ça a été élaboré par les chercheurs pour les questions de recherche, mais visant à éclairer un questionnement qu'on avait posé avec les élus. Et la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces résultats? Alors, il y a plusieurs questions qui se posent finalement. Déjà, il y a la temporalité. Dans nos recherches, on voit bien que nous, on a eu un financement de recherche pour 3-4 ans. À la fin de nos 3-4 ans, on commence à avoir des bases de données structurées, on va pouvoir réellement commencer les analyses, alors que les décideurs publics qui sont avec nous ont une temporalité beaucoup plus courte finalement, du fait des mandats, du fait de beaucoup des raisons. Donc nous, quand on arrive à ça y est, on va pouvoir commencer les analyses au bout de 4 ans, c'est difficile aussi déjà à expliquer que on n'a encore pas grand-chose, mais on a des pistes de travail parce que nos entretiens disent donc on va creuser ça. Donc ça, c'est une première problématique que nous on rencontre. Une autre problématique, c'est comment mettre de la nuance dans nos travaux, parce que nous, on en a beaucoup, mais, comme disait Hélène tout à l'heure, pour pouvoir rendre les choses saisissables et pour rendre les choses opérationnelles derrière. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre en évidence, par exemple, les inégalités d'accès qui n'ont pas été pensées, qui n'ont pas été vues. Donc ça, c'est des choses qu'on observe régulièrement sur des projets d'aménagement. On s'est rendu compte sur certains projets, par exemple, que la vision qu'avaient à travers nos entretiens les élus, les acteurs qui menaient ces opérations d'aménagement, de renouvellement urbain, avaient des visions très différentes des commerçants qui étaient dans le quartier et encore plus des habitants. Alors officiellement, il y a eu de la concertation, mais en pratique, quand on réalise ces entretiens, on se rend compte que finalement, en fait, ça modifie tellement le quartier qu'il y a des commerçants qui ne s'y retrouvent plus
donc qui ferment, parce que le foncier augmente, hein, on est sur un processus de gentrification aussi assez fort, et donc des habitants qui n'ont plus accès à l'alimentation auquel ils avaient accès dans leur quartier, et donc sont obligés de partir ailleurs pour faire leurs courses, et in fine déménager. Donc il y a ces choses qui existent, et que nous, notre travail permet de mettre en visibilité. Alors, ça ne donne pas de solution, hein. Malheureusement, on complexifie plus les choses qu'autre chose quand on fait ça, et donc c'est pas vis-à-vis d'un acteur public, on leur simplifie pas la tâche. Par contre, ce qu'on fait pour essayer de simplifier les choses, c'est qu'il y a des choses qu'on fait, c'est développer des outils. Quand nous, on travaille sur, pour vous donner un exemple concret, c'est cartographier finement l'accès à l'alimentation des habitants. Alors, nous, on va pouvoir faire un instant T, construire ces bases de données. On n'a pas la chance d'avoir une agence d'urbanisme comme vous avez ici, avec une veille et un observatoire des commerces comme il existe ici à Montpellier. Mais du coup, toute cette base de données, nous, ça demande de la construire, de la structurer. Et donc, le faire une fois, c'est déjà très long. Donc, on va demander à la collectivité de maintenir cette veille. Voilà, il faut qu'ils élaborent, qu'ils montrent carrément un observatoire. Donc, mais nous, à un instant T, on va pouvoir identifier des problèmes d'accès dans certains quartiers. Des quartiers où il y a une concentration, par exemple, de ménages pauvres, où l'accès, l'éloignement, alors je parle que de l'accès physique dans ce sens-là, à l'alimentation, notamment au commerce de fruits et légumes, pour ce qui nous intéresse par rapport à la question de la santé, ou des quartiers où vraiment il y a cette concentration très forte de population pauvre, et finalement qui ne sont pas ciblés par les politiques, parce qu'en fait, ils sont hors des quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc, quand on regarde les quartiers, on voit, ok, les quartiers prioritaires politiques de la ville, ils sont déjà bien ciblés, ça va, mais en fait, d'autres quartiers où on a une concentration de population précaire, finalement, sont oubliés de ces politiques. Donc ça, c'est aussi une manière, des choses que nous, on peut amener à travers nos travaux. Et donc, là, ce qu'on peut faire, c'est, ce qu'on a fait d'ailleurs, c'est développer des outils pour proposer une méthode alternative pour les politiques, pour eux réaliser ce même travail de façon beaucoup plus simpliste. Donc, qui sera beaucoup moins juste scientifiquement, mais en fait qui permet d'amener des éléments de médiation et d'organiser des concertations à partir de cartes d'accessibilité qu'eux-mêmes peuvent produire. Assez facilement. Pour ça, on élabore des documents de vulgarisation à direction directement des acteurs, justement dans ce but-là. Je vais m'arrêter là. Merci. Alban, est-ce que tu veux compléter ? Oui. Alors, du coup, dans une position un peu différente, parce que les questions que je me pose ne sont pas des questions de recherche ou des sujets de recherche. Mais je dirais que la première question que je me pose en tant que personne qui est dans un centre de ressources et qui doit répondre à des professionnels qui ont des questions, c'est où trouver les informations. C'est déjà la première question qu'on se pose. Identifier les programmes de recherche qui sont un peu répartis dans toute la France, dans le monde et en Europe. Donc, il faut savoir déjà où trouver les données pertinentes. Plusieurs éléments ont été dit, bien sûr, la question des indicateurs, de la modélisation, de la cartographie, qui sont des éléments beaucoup plus palpables, on va dire, et c'est un peu ça qu'attendent les acteurs opérationnels concrètement, parce que, évidemment, on leur parle d'inégalités sociales et territoriales de santé, ça les intéresse dans la mesure où on sait un peu mettre du corps dans ce qu'on est en train de leur dire. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est, alors je dévie un tout petit peu, mais on a évoqué cette question de la transdisciplinarité qui est encore toujours un objectif à poursuivre. C'est exactement la même chose au final pour les professionnels, parce que parfois entre les services urbains, les services qui suivent le contrat local de santé, déjà parfois ils ne se connaissent même pas, ils ne savent pas que ces services-là existent. Donc cet enjeu de transdisciplinarité, il est aussi c'est le même pour le monde opérationnel. Et puis quand on parle de transmission, il y a une question très importante lorsqu'on veut mener des politiques d'urbanisme favorables à la santé, c'est la question de l'implication des populations qui ont vocation à habiter la ville, le quartier qu'on est en train soit de construire, soit de rénover. Et on doit aussi à ces gens-là leur transmettre une information claire, qui soit factuelle sur les données sanitaires du quartier, sur les données de santé qui les concernent directement, sur les orientations qui vont être prises. Donc il y a aussi tout un enjeu de pédagogie, de transmission de ces informations-là, qui sont parfois, on est sur des sujets transdisciplinaires avec des chaînes causales qui ne sont pas forcément évidentes à révéler, à montrer. Donc
ça demande une certaine finesse dans l'analyse, on croise des données qualitatives, quantitatives, donc voilà, tous ces enjeux-là, ils se posent à nous, c'est la traduction de tout ce savoir qui est produit par le monde académique et la retranscription très opérationnelle de tous ces sujets. Voilà, en quelques mots, et je terminerai juste aussi un autre enjeu qui est assez important, parce que la perche m'a été tendue, c'est bien sûr l'enjeu du plaidoyer, rendre ces sujets intelligibles auprès des décideurs finaux qui sont quand même les politiques à la fin. Merci pour l'ensemble de ces éléments. Effectivement, on a monté un consortium de recherche, ça fait 2 ans qu'on travaille sur un consortium de recherche, et notamment aussi avec Isabelle, qui réunit des médecins, des géographes, des épidémiologistes, des physiciens et des chimistes de l'atmosphère, j'essaie d'oublier personne, et des opérationnels, et notamment 3 directions de la ville de Paris, la direction de la voirie et des déplacements, la DEV c'est les espaces verts, et puis la DU c'est la direction de l'urbanisme, mais aussi la DAZES qui est la santé. Et en fait, ce pourquoi ça m'a pris 2 ans de monter ce consortium, c'est parce que la DEV, la DAZES, la DU et la DVD, ça fait court, hein, ne se parlaient pas en fait entre eux, mais pas du tout. Et ça a été quand même permis beaucoup par le groupe de travail mobilité urbaine pédestre. C'est-à-dire qu'avec le groupe de travail, on est rentré sur ces questions de mobilité auprès de la DVD, voirie et déplacement, ce qui nous a permis aussi de rencontrer la DU. Moi, par ailleurs, je connaissais la DAZES, et puis il y a la DEV qui s'est rajoutée. Et en fait, au bout d'un moment, on a réussi à se mettre tous autour de la table, autour de ces questions de santé. Et les 3, et même les 4 directions, en fait, il y en a 3 qui sont impliquées dans le projet, mais ces 3 directions-là se sont dit « Ah tiens, la santé, c'est transversal à toutes nos questions, et ça peut nous réunir autour de la table. » Et donc, on a réussi comme ça à réunir autour de la table ces 3 directions qui font partie du consortium, et donc on a notamment déposé un projet ANR, et dans ce projet ANR, il y a les 3 directions de la ville de Paris qui sont des partenaires. Alors, il a fallu discuter avec l'ANR pour leur faire comprendre qu'on voulait que la ville de Paris soit partenaire du projet et non pas juste des acteurs parallèles qui nous offraient des terrains, mais on a fini par y arriver, et donc le projet est en cours d'évaluation. Mais on voit bien effectivement que cette interaction avec le monde opérationnel, pour vraiment arriver à discuter avec eux, et en tout cas nous c'est l'approche qu'on a choisie, hein, et pour se dire voilà comment ensuite on va transmettre les informations, on les inclut en amont dès la construction du projet. Après, sur l'implication des populations et comment on transmet l'information à nos populations, là vraiment, et dans la salle, n'hésitez pas si vous avez des retours à faire, parce que je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté, sauf qu'effectivement, nous, on l'expérimente sur des questions de santé, et dès qu'on touche à ces questions de santé, on est vraiment sur des problématiques sensibles, et encore une fois, je vous dis, c'était avant la crise sanitaire. Hein. Donc pour l'exploitation des données, donc déjà, on est dépendant d'accords qui peuvent parfois être très complexes à obtenir, on y arrive, on travaille beaucoup avec la CNIL pour les obtenir, mais ensuite, c'est comment on transmet cette information, non seulement aux acteurs politiques, mais aussi à la population. Et ça, pour moi, c'est vraiment une question que je me pose aujourd'hui, c'est si jamais on fait ce projet de recherche qui a pour objectif d'évaluer les interactions vraiment espace urbain, santé sur des temps longs, et tu l'as rappelé tout à l'heure, les temporalités aussi, c'est un enjeu, parce qu'il y a la temporalité de la mandature et puis il y a la temporalité d'un projet de recherche. C'est une fois qu'on aura des résultats, dans peut-être 5, 10 ans, comment on traduit ça en fait, et en plus sur des enjeux de santé. Donc j'ai vu qu'il y avait une main levée, donc peut-être on peut laisser la question posée, et ensuite Jean, je te repasse le micro, et puis ensuite Isabelle. Donc n'hésitez pas à poser votre question. Donc Renate, on va prendre la parole. Oui, merci pour ces quelques mots d'introduction et ces retours d'expérience qui, moi, me paraissent extrêmement intéressants, même si je suis absolument pas spécialiste de ces questions-là. En revanche, il y a là une idée qui me traverse la tête et qui est que est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'employer une petite partie des moyens de vos projets de recherche à une observation spécifique de ces actions de mise en accord de différents
de différents types de professionnels qui viennent de horizons disciplinaires extrêmement différents. Autrement dit, je sens que là, vous êtes tous individuellement devenus des espèces de dépositaires d'un savoir sur comment on réalise la mise en commun qui est souvent très très long, de savoirs très différents, comment on met autour de la table des gens qui ont a priori des objectifs assez différents, qui ont des visions très, très diverses, mais finalement, ça reste votre savoir personnel qui n'est en tant que tel que très rarement formalisé. Et l'idée serait donc de trouver un moyen pour le formaliser de façon à le rendre accessible à d'autres processus du même type, du même genre, et ne pas le laisser perdre comme ça à chaque fois avec votre expérience et les actions que vous menez. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre sur la chose. Merci beaucoup pour effectivement ces questions. Jean, si tu veux apporter des éléments de réponse et à la question qui va être posée, puis avant de ce qu'on pouvait discuter. Merci. Oui, je pense qu'un des enjeux ici que soulève Reinhard et puis finalement qu'on traverse tous, c'est celui de l'ajustement finalement ou de l'intéressement. Comment est-ce qu'on peut intéresser d'autres individus, d'autres collectifs à ce qu'on fait. Et c'est d'une certaine façon des choses qui existent dans les travaux en sociologie des sciences. C'est comment est-ce qu'on traduit d'une certaine façon ce qu'on fait de manière à ce que ça devienne pertinent, appropriable, saisissable, pertinent pour d'autres collectifs. Et au fond, c'est normalement une chose à laquelle on est sensible en sciences sociales, auquel on essaye de se confronter. Et c'est vrai que je ne sais pas si ça existe un mode d'emploi de comment on fait ça de manière générale, parce qu'en fait, ça dépend justement énormément du contexte, des individualités, de la situation politique, des temporalités, des choses qu'on ne maîtrise pas. Comment est-ce que les questions, par exemple, d'environnement, qui étaient annexes ou périphériques, deviennent des questions centrales qui redéfinissent la façon dont on va cadrer les problèmes. Ça fait qu'en fait, je ne sais pas, à la fois, ça serait évidemment très, très intéressant d'avoir des indicateurs ou comment est-ce qu'on fait pour intéresser des gens, mais je pense que ça relève beaucoup d'une pratique. Alors avoir finalement rendre compte de ce travail d'ajustement, c'est sans doute très intéressant et ça peut faire un ouvrage en tant que tel ou une communication en tant que telle, mais produire un manuel de comment on fait ça me semble plus compliqué, même s'il y a sans doute des grandes régularités. Après, on peut avoir des concepts très larges. On peut penser aux travaux de Bruno Latour, évidemment, qui s'intéresse notamment à ces questions-là. Il y a des concepts opérationnels, sans doute, mais qui ne sont pas plutôt réflexifs, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont opérationnels de manière transversale. Merci. Isabelle ? Moi, je dirais que la première façon de mesurer justement ce degré de collaboration, aujourd'hui, ça se fait dans les outils qu'on sait développer. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes de modélisation urbaine qui aujourd'hui sont des plateformes dans lesquelles des modèles de disciplines différentes communiquent ou dans lesquelles des modèles sont créés qui font à la fois intervenir des dimensions que je vais appeler de sciences humaines, parce qu'il y a des dimensions comportementales, parce qu'il y a des dimensions de pratique, et des dimensions de calcul des émissions liées à la mobilité notamment. La mobilité, c'est évidemment un point central de nos modélisations. Donc on a cette chance, finalement, nous, de travailler avec des outils qui sont tangibles et dont on peut mesurer finalement le degré de complexité et la manière dont sont entremêlés les domaines disciplinaires dans ces outils. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de créer des diagnostics qui sont issus de la mise en commun d'expertise et de la mise en commun de savoir-faire. Donc ça, c'est vraiment important. Après, c'est vrai que souvent, l'interprétation qu'on peut en faire, ça peut être encore aujourd'hui une superposition d'analyses disciplinaires. C'est encore assez difficile de faire des analyses vraiment qui sont croisées. On y travaille. Après, je crois aussi que dans les différentes disciplines, même entre disciplines, il y a des temporalités qui sont différentes. Je me souviens que
dans une des réunions au début du LABEX auquel j'avais assisté. Alors moi, je voulais vraiment travailler sur l'interdisciplinarité, avancer, créer des modèles, des choses comme ça. Et il y avait quelqu'un qui avait proposé d'abord de faire un cycle de séminaire sur comment on comprenait un mot. Et voilà, et donc là, j'ai senti complètement le décalage dans finalement les temporalités de chacun. Bon, il a fallu aussi du temps pour qu'on comprenne les mots tels qu'ils étaient prononcés dans les différentes disciplines, parce que notamment le mot échelle, par exemple, c'est pas du tout compris de la même manière en géographie et en physico-chimie de l'atmosphère, par exemple. Mais voilà, il faut aussi qu'on arrive, nous, à se positionner sur un agenda qui est le même. Alors bon, on y arrive. Et aujourd'hui, pour revenir un peu sur la transmission des savoirs, pour nous, c'est très compliqué de transférer nos savoirs vers les acteurs institutionnels, vers l'opérationnalité, parce que on fait des cartes, c'est bien, des cartes, c'est quantitatif, sauf que nous, le chiffre, il ne peut pas se prendre tel quel, il doit se prendre dans un contexte. Alors avec son incertitude, donc comment faire passer l'idée de l'incertitude d'un modèle, avec la temporalité sur laquelle il a été obtenu, est-ce que c'est une valeur pour 3 jours parce qu'on a fait un test sur une petite période, est-ce qu'on pense que ce chiffre est moyen, représentatif de ce qui va se passer dans une vie. Si on dit finalement faites ceci, ça marche parce que regardez, on a moins 20% d'exposition, mais en fait c'est parce que c'est une période particulière, parce que c'est une situation dans laquelle ça va bien. Nous on est très très prudent là-dessus. On a beaucoup de difficultés à communiquer des chiffres qui n'ont de représentativité que sur la période sur laquelle ils ont été faits et sur la ville pour laquelle ils ont été conçus. Et donc il y a aujourd'hui beaucoup de demandes de la part des financeurs sur la transposabilité de nos résultats. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore très bien faire. Donc voilà, cette difficulté dans la communication. Oui, tu as tout à fait raison, parce qu'effectivement, dans tous les projets qu'on doit écrire, on doit dire comment on va transférer nos résultats. Et moi, c'est toujours la partie que j'ai le plus de mal à écrire. Et encore une fois, là, avec je vois les retours de l'évaluation, je prends l'exemple du projet ANR, mais il y a encore une fois le rapporteur qui dit bon, bah ça, c'est pas très clair. J'ai envie de lui dire, non, mais c'est pas très clair, mais on y réfléchit, enfin, on y travaille. Et c'est aussi pour ça qu'on est là ce matin, c'est justement pour voir comment on peut y réfléchir. De surcroît, encore une fois, sur ces enjeux sanitaires qui sont sensibles dès qu'on touche à ces questionnements. Simon, est-ce que tu voulais apporter des compléments d'information, peut-être justement avec les travaux avec les épidémiologistes, où moi je me souviens les premières réunions où on mettait ensemble des épidémiologistes et des géographes, tu l'as certainement aussi vécu Jean, et c'est intéressant parce que c'est ce que tu disais Isabelle, où on a réfléchi sur des mots, et en fait on utilisait le mot interaction. Et alors le mot interaction, je l'écrivais dans le projet, les épidémiologues me le faisaient enlever, et les géographes me le faisaient remettre. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, attendez, on va d'abord discuter de ce que c'est que les interactions. Et en fait, on s'est rendu compte effectivement que personne ne mettait la même chose derrière. Et alors en plus, si on parle de causalité avec des épidémiologistes, là, c'est pas une demi-journée, c'est une semaine qu'il nous faut pour nous mettre d'accord. Et encore, on n'y arriverait pas, je pense. Mais il y a vraiment effectivement cet enjeu à arriver à se comprendre déjà au sein de cette communauté élargie, et ensuite à faire passer ce message aux décideurs politiques, qui eux voudraient qu'on leur dise ah ben, voilà la taille de trottoir qu'il faut pour que les gens marchent. Et non, on ne peut pas faire ça. Et puis encore une fois après auprès des populations. Donc peut-être, et encore une fois dans la salle, c'est-à-dire la salle en visio, n'hésitez pas à partager aussi peut-être ces expériences que vous avez eues. Alors pas forcément dans le domaine de la santé, ni de ces interactions ville, santé ou mobilité, mais je suis sûre que vous l'avez déjà potentiellement rencontré. Et donc Simon, si tu veux effectivement compléter, ou comment certains résultats peuvent être mal interprétés peut-être, ou surinterprétés. Effectivement, oui, nous, la question s'est beaucoup posée, donc des mots déjà, entre les disciplines, des méthodes, les méthodes effectivement qui peuvent être justement des modèles très quantitativistes, notamment des épidémiologistes, qui vont avoir une vision, dans notre cas, de ah ben, c'est bien, on a des géographes dans l'équipe, donc ils vont pouvoir nous fournir des indicateurs à intégrer dans nos modèles concernant l'environnement alimentaire, la distribution des commerces, etc. Et donc on va pouvoir les intégrer dans nos modèles.
et une équipe de géographes dont une partie ne savait même pas ce que c'était qu'un modèle et des statistiques. Et du coup, c'est très compliqué de se parler. Quand d'un côté, on a une approche uniquement par le terrain, totalement inductive, et de l'autre côté, totalement hypothético-déductive, et donc vraiment à construire un modèle, là, les premières réunions étaient assez compliquées. Pour se comprendre, en fait, pas humainement, mais juste pour parler le même langage. Finalement, on y arrive, bon an, mal an, et aujourd'hui, on arrive à produire des choses ensemble, mais effectivement, ce qu'on produit ensemble est aujourd'hui limité à rajouter des indicateurs dans des modèles traités par les épidémiologistes. C'est principalement ça qu'on arrive aujourd'hui à faire ensemble. On n'a pas encore réussi à faire beaucoup plus. Et donc ça se ressent quand on veut transmettre des choses après aux décideurs publics. C'est qu'effectivement, on a des éléments un peu disparates. On va avoir des géographes qui vont pointer des inégalités observées par rapport à des entretiens dans les quartiers, comme je vous le disais tout à l'heure, et des nutritionnistes qui ont des chiffres et qui vont pouvoir dire ok, on observe un lien entre l'exposition aux primeurs et la qualité nutritionnelle de leur panier d'achat alimentaire sur un mois. Et donc on va faire ah ouais, c'est bien, on a un truc. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que si on rajoute des primeurs dans le quartier, les gens vont avoir une meilleure alimentation? Et bien là en fait, du coup on n'a pas d'effet de causalité, nos résultats ne permettent pas de le travailler. Et donc là c'est compliqué à transmettre. Alors nous on observe un lien, mais c'est pas parce que vous l'utilisez ce résultat que vous obtiendrez un résultat opérationnel. Et donc là on est un peu coincé parce que déjà on a des résultats qui sont faits à un instant T et donc qui ne sont pas sur le long cours et on n'observe pas les changements de pratique des individus, parce que nos projets ne permettent pas. Enfin, on n'est pas financé pour assez longtemps pour ça. Et donc là, c'est là nous, les difficultés qu'on a vraiment avec les décideurs, et du coup, on se retrouve à offrir des focus sur des quartiers, mais des fois, on est prudent, donc on n'ose pas trop dire de quel quartier on parle. Mais c'est là parce qu'on dit, si on indique exactement qu'on a identifié tel problème dans tel et tel quartier, on a la peur, concrètement, d'un oubli des autres quartiers, de dire, ok, les chercheurs avec qui on travaille nous ont ciblé ces 3 quartiers, on va mettre à fond sur ces quartiers-là, et comme on voit que c'est ce qui se passe avec les quartiers prioritaires politiques de la ville, on n'a pas envie de recréer nous-mêmes la même problématique. Et donc du coup, on devient prudent, et on ne dit pas tout, parce qu'on ne sait pas comment ça va être interprété, donc des fois on le lit avec des nuances, mais comme les nuances elles sont trop complexes, ça rend notre propos brouillon et inintelligible. Donc là c'est clair de mon point de vue, moi j'ai l'impression d'être dans une impasse des fois. Ouais. Mais, je sais pas du coup du côté... Non mais c'est simple. Je me permets simplement, oui. Une réflexion, ce que ça m'évoque un peu, c'est au final cet enjeu qu'on est en train de décrire et ce problème qui se pose à nous, c'est un peu le même qui s'est posé à l'écologie lorsqu'elle s'est un peu structurée en tant que champ de recherche et en même temps un peu en tant que champ politique aussi en parallèle, et qui se pose encore aujourd'hui. Enfin, moi personnellement c'est plutôt ma formation, je viens du Muséum d'histoire naturelle de Paris, donc je suis plutôt dans une approche qui croise écologie et sociologie, et c'est vrai que cette question se la pose aussi tous les jours dans les questions, dans la réflexion sur la biodiversité, comment est-ce qu'on peut discuter avec les biologistes, les physiciens, qui n'ont pas forcément le langage que les écologues au sens large, que les sociologues, etc. Donc il y a peut-être aussi, je fais souvent ce parallèle entre la structuration du champ de la santé, tel qu'on en discute aujourd'hui, avec plutôt le champ de l'écologie. De toute façon, on a beaucoup de préoccupations communes et de sujets qu'on traite en commun, mais je pense que c'est aussi une source d'inspiration certainement sur parfois la manière dont des ponts ont pu être tissés entre les différents champs disciplinaires. Et du coup, Alban, je me permets de poser cette question, mais est-ce qu'il y a des décideurs qui viennent vous voir, qui viennent voir Ecopolis, qui fait donc ce lien quand même entre décideurs et chercheurs, entre autres, c'est l'une de vos missions. Est-ce que vous avez des décideurs qui viennent vous voir dans le champ de la santé et de la ville, en disant est-ce que vous avez ça comme information? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il faut comme commerce alimentaire? Est-ce que vous pouvez nous dire comment on doit interagir dans les circulations, par exemple en animal et humain? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la pollution? Est-ce que c'est des attentes qui sont vraiment très précises?
pour certains, ou au contraire ils veulent augmenter les études. Enfin, tu vois, quelles sont un peu les demandes qu'ils ont pour voir ces interactions justement autour de ce que peut faire la recherche dans le domaine de la ville et de la santé, et ce que peuvent attendre les décideurs et plus largement la population. Il n'y a peut-être pas de réponse à cette question. Hein. Ouais. Déjà, le premier élément de réponse que j'allais donner est peut-être un peu décevant, mais c'est qu'on est dans une phase où les aménageurs, les professionnels de la fabrique de la ville, ils ont déjà besoin, je pense, d'être acculturés et sensibilisés à tous ces enjeux-là, donc ils sont peut-être pas encore tellement demandeurs de données, de solutions clairantes, mais peut-être déjà juste simplement qu'on éclaircisse un certain nombre de choses auprès d'eux, auprès de leurs équipes, que voilà, qu'on rende, c'est encore cet enjeu de rendre clair le propos, d'expliciter des liens de cause à effet qui ne sont pas forcément évidents, sur la question de la causalité. Mais après, lorsque les acteurs sont sensibilisés, sont acculturés à ces questionnements-là, très vite, leur question se pose sur voilà, comment est-ce qu'on s'empare du sujet qualité de l'air, quelles sont les solutions techniques et opérationnelles pour limiter l'exposition des populations, quel type d'aménagement il faut prévoir pour que ce soit le plus inclusif possible et que tous les publics se l'approprient. On rentre très vite dans des questionnements qui sont, je dirais pas clés en main, mais on est quand même pas loin des solutions toutes faites, et c'est ce qu'il faudrait expliquer à chaque fois, c'est que tout est très contextuel, qu'il faut d'abord faire un diagnostic sur le territoire avant de réfléchir aux solutions qu'on va donner, parce qu'il faut déjà identifier, voilà. C'est vrai que, mais je dirais quand même que la première demande des professionnels, c'est plutôt de la sensibilisation, l'acculturation et l'explicitation de ces enjeux-là, quand même, en premier. Peut-être aussi ce qu'on peut rajouter, on sait aujourd'hui simuler une situation dans laquelle finalement les aménagements urbains vont amener une meilleure maîtrise de la qualité de l'air. Par exemple, on sait simuler l'effet d'une zone à faible émission, on sait simuler l'effet d'un report modal vers les transports en commun, etc. La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de l'implémentation des politiques publiques et donc du degré d'aboutissement finalement qu'elles vont pouvoir atteindre. Et ça, c'est ce qu'on sait encore pas trop faire, c'est-à-dire on sait simuler une cible, mais on ne sait pas comment finalement la manière dont les politiques publiques vont être implémentées, comment ça va amener une appropriation de ces aménagements par les gens, comment les gens vont les utiliser. Et c'est là aussi que c'est difficile de placer un curseur dans des modèles qui sont des modèles finalement dans lesquels les comportements sont très codifiés, sont presque écrits en dur. Ça, vraiment, on va déplacer un certain pourcentage de la population vers un autre mode. Voilà, donc comment on peut réfléchir à la manière dont les politiques publiques vont réussir, le degré avec lequel elles vont être réalisées, ça c'est encore difficile. On commence à travailler justement sur des leviers comportementaux, on commence à travailler à partir d'enquêtes sur la manière dont finalement tel dispositif va pouvoir être pris en main par les individus, mais ça reste aujourd'hui une des grandes questions. Comment est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce point dans l'évaluation des politiques publiques? Et du coup, pour faire ça, enfin je le reporte aux questions de santé, est-ce que ça n'implique pas forcément de faire des études sur le temps long, donc des études qui sont dites longitudinales, hein, en épidémiologie, pardon, on va parler d'études de cohorte par exemple, et donc d'avoir comme ça des suivis de population, enfin c'est une question que je pose, hein, des suivis de population sur des temps longs, c'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre de ce consortium de recherche, c'est justement de créer une cohorte qui va permettre de suivre sur des temps très longs, qui ne sont pas ni les temps des politiques, hein, ni les temps des projets de recherche. Tu le soulignais tout à l'heure, Simon, un projet c'est 3, 4, 5 ans. Là, sur la cohorte sur laquelle on essaye de partir avec un suivi longitudinal, on est sur des suivis qui peuvent aller de 10, 15, 20 ans. Et donc il faut à chaque fois rechercher les financements. Et quand on discute avec notamment les épidémiologistes qui coordonnent ces grandes cohortes de santé, parce qu'il en existe plusieurs en France, aujourd'hui, ils passent plus de temps à chercher des financements qu'à vraiment faire de la recherche. Donc c'est aussi cet enjeu-là qui se pose. Peut-être que... Ah, il y a une question dans la salle. Pardon, je regardais l'écran, mais je ne regardais plus la salle. C'est le problème de l'hybride. Oui, bon, Frédéric de Coninck pour
pour l'enregistrement. Moi, il me semble, dans tout ce que vous dites, qu'il y a un acteur qui est quand même un tout petit peu absent, qui est le citoyen lambda. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez beaucoup de temps à discuter avec des décideurs qui eux-mêmes, en fait, leur boulot, c'est quand même de discuter avec le citoyen lambda. Et la situation aujourd'hui, voilà, vous parlez de légitimité, c'est que le savoir scientifique est légitime peut-être pour un décideur, peut-être pour un financeur qui doit financer des laboratoires, etc. Il n'est pas forcément légitime pour le citoyen lambda, il est même, je dirais, de moins en moins légitime. On est aujourd'hui dans, je dirais, un peu le règne de l'opinion, et des opinions qui peuvent être très fortes, hein, qui circulent fortement, je sais pas, des anti-vaccins, bon, enfin, voilà. Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est que ces raisonnements qu'on pourrait qualifier de délirants, qu'on a tendance à disqualifier, ils ont leur logique, ils ont leur ressort. Moi, je me souviens d'une étude, pour parler de la santé, sur les réseaux de santé qu'on avait fait. On s'était rendu compte qu'en fait, par exemple, le point de vue hospitalier, c'était en cardiologie, hein, sur la santé, était une chose, avec des médecins qui, en fait, plus ou moins ignoraient les raisonnements des malades. Et puis, derrière, un réseau de santé avec des gens qui étaient au contact des malades et qui essayaient de rentrer dans le raisonnement des malades pour les aider. Et là, on a donné tout à fait autre chose, complètement une autre vision de la santé. Hein, où, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un régime sans sel quand on vous propose de... Je vous prends un exemple vraiment complètement au ras des pâquerettes. Vous êtes au régime sans sel et on vous invite à manger. Et vous dites, bah oui, mais bon, moi, si vous m'invitez, l'infirmier qui suivait dit, écoutez, on vous invite, ça va vous guérir. Hein, c'est la vie sociale, ça vous soigne. Donc, même si c'est pas tout à fait possible qu'on vous fasse de la cuisine sans sel si on vous invite, acceptez, et puis après ça, vous faites spécialement attention pendant une semaine. Chose qu'un médecin hospitalier aurait absolument refusé de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous faites de l'insuffisance cardiaque, le sel, c'est un poison. Bon. Mais je veux dire, oui, vous parlez d'intéressement, hein, les idées de la tour, etc. Je trouve ça intéressant pour le coup, c'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce que ce que vous faites est intéressant pour l'homme de la rue? Et je pense qu'un des grands problèmes de ce qu'on appelle les théories du complot, etc., c'est qu'elles sont intéressantes. C'est-à-dire qu'en gros, elles apportent quelque chose à un problème que je me pose. Alors peut-être que le raisonnement est spécial, je dirais, il est peut-être complètement à côté de la plaque, mais pas complètement. Il dit quelque chose. C'est ça que... Il me semble que c'est là, pour le coup, que les sciences sociales, voilà ce que mon propos, devraient apporter quelque chose aux sciences, disons, qui sont plus tournées vers les réalités matérielles. Les sciences sociales devraient, pour moi c'est vraiment un devoir, arriver à rendre compte de ces raisonnements qui semblent délirants, mais qui ont leur ressort. Et je pense que si on ne fait pas ça, on est face à une science qui va tourner en boucle. Voilà, je crois que je peux l'arrêter là. Je peux juste la question sur... Excuse-moi, c'est une question à prolonger. C'est ça, ça prolonge. Hein. Je voulais poser exactement la même question et en fait, je prolonge à la suite de la question de Frédéric en prenant l'exemple de Polytrack, par exemple, la carte interactive donc, qui recense donc, la qualité de l'air dans Paris et sur laquelle la mairie de Paris s'appuie pour faire aussi une sorte de propagande, disons, qui montre bien les efforts faits pour aller vers une meilleure qualité de l'air. Donc en fait, si on s'interroge justement en tant que citoyen, bon là je l'ai regardé ça aussi pour mes associés, donc on n'a pas tant d'informations que ça, à partir du moment où on a des échelles de sensibilité qui largement, si on regarde la carte sur les périmètres des paris, finalement, ne donne pas forcément une information suffisamment, disons, fine pour voir quelles seraient les diversités, ou les diverses expositions, pour répondre à un mot, pardonnez-moi si je ne suis pas compétente à ce niveau, mais donc auxquelles les habitants doivent faire face. Et surtout, donc, interprétation de l'échelle, donc pertinence de l'information donnée, qui souvent donne des échelles qui vont du violet au vert, là où on voit bien que les verts concernent uniquement les zones des bois, donc des forêts, donc, et au final, on a une tache moitié jaune, moitié vert un peu clair, donc pour la région de Paris, pour la zone de Paris. Donc, quelle est la pertinence de cette information, l'échelle de la visibilité, des sensibilités de ces informations, et surtout, qu'est-ce qu'on veut dire pour aller un peu dans le sens. Qu'est-ce qu'on veut dire aux citoyens qui, bon, aujourd'hui, on a un état globalement dégradé, d'accord, si on regarde aujourd'hui la qualité de l'air. Et donc, qu'est-ce que je peux faire, moi,
qu'est-ce que ça me dit? Donc, quelles informations supplémentaires ces cartes doivent donner pour, du coup, agir sur la question des comportements. Et donc là, du coup, je pense que la question que pose Frédéric est fondamentale. Certes, les questions des sciences sociales sont essentielles, mais si elles n'interagissent pas avec les compétences des sciences de l'environnement, certes, elles ne vont pas forcément suffire. On va toujours tomber dans les questions d'inégalité, et donc on est coincé. Donc il faut forcément faire les paris d'avoir une interface et de voir comment la définition des indices, l'évolution des indices, et donc peut renseigner les citoyens lambda. Oui, alors cette question des capteurs, elle est tout à fait intéressante. Les capteurs, ils ont été au départ pensés, conçus pour avoir finalement une appropriation des questions de qualité de l'air par les individus, et donc finalement intéresser tout le monde à sa propre exposition pour pouvoir finalement créer une sorte d'empowerment et dire je maîtrise la qualité de l'air là où je vais dans la ville, donc je vois qu'en passant par tel chemin j'ai moins d'exposition, donc je vais passer par tel chemin parce que j'ai la maîtrise aujourd'hui de mon exposition. Et donc ça a été conçu pour ça, mais alors il peut aussi y avoir une dimension qui est extrêmement stressante pour l'individu, de dire « Mon Dieu, mais j'ai tout essayé, tout est violé partout », par exemple. Il peut aussi y avoir finalement une crispation sur ces questions de qualité de l'air. Je vais à l'école de mon enfant, je le dépose, mais là je m'aperçois que c'est vraiment l'indice le plus haut, parce que finalement il y a toutes les voitures qui stationnent dans la rue pour déposer les enfants, et c'est vraiment des problèmes. Donc finalement cette question au départ d'empowerment, elle peut aussi très vite se retourner contre l'idée initiale et puis à amener quelque chose d'extrêmement angoissant pour les individus. On peut aussi trouver dans la littérature ces théories du complot, comme disait Frédéric tout à l'heure, en fait, des gens qui disent mais au moment c'est pas du tout sur le périph' qu'on va avoir les concentrations les plus fortes. Ça relève aussi de questions techniques qui vont forcément dépasser l'individu lambda. Qu'est-ce qu'un aérosol atmosphérique? Un aérosol atmosphérique, c'est un composant dans l'atmosphère qui n'est pas gazeux. Ça peut être liquide, ça peut être solide, ça peut être un mélange des deux, ça peut être un état un peu intermédiaire. Et donc, selon ce qu'on appelle la spécificité des capteurs, c'est-à-dire leur capacité à reconnaître qu'il s'agit bien d'un aérosol qui doit mesurer, eh bien, on peut avoir des interférences ou pas. Il y a la plus grande interférence, évidemment, avec la partie liquide. Donc, vous êtes dans votre salle de bain, il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de vapeur d'eau qui a condensé, et donc vous allez avoir tout d'un coup le capteur qui va mesurer énormément d'aérosols parce que ce sont des gouttelettes d'eau. Vous dire attention, c'est très pollué dans votre salle de bain. Et donc, on peut avoir comme ça des interférences qui font qu'on est dans un endroit, on pense que c'est pas pollué, et on va avoir un signal du capteur. On peut aussi avoir un signal du capteur parce qu'il y a quelqu'un qui est passé avec une cigarette pas loin, on va dire mince, je suis au milieu d'un parc, c'est très pollué, non, c'est un panel de cigarettes. Donc au-delà de cet aspect très technique, ça peut créer une mauvaise compréhension. Donc il faut absolument que soit encadré l'usage des capteurs. Donc c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'études entre sciences sociales et technologie de mesure de la pollution par ces capteurs-là. Donc il y a beaucoup d'évolutions aujourd'hui, évidemment, en technologie des capteurs qui font qu'il y a de moins en moins d'interférences, il y a de plus en plus de spécificités, mais selon le modèle de capteur et puis son degré de complexité, ça peut être évidemment plus ou moins facile. Mais excusez-moi, juste pour compléter, ces capteurs, dans quel sens, sur la spatialisation que vous avez fait. Et en fait, je me disais, est-ce que c'est possible de renseigner aussi sur les causes? Parce que c'est là où on agit sur la prise de conscience. C'est-à-dire, on a une évolution des indices qui sont dus, machin, mais est-ce qu'on pourrait agir aussi sur les causes et renseigner les citoyens lambda sur l'origine? Ça peut être beaucoup plus complexe. Et une fois où on se limite uniquement à la spatialisation, effectivement, on est pris par une sorte de stress ou d'alerte, mais on ne sait pas forcément d'où ça vient, donc on ne peut pas forcément agir personnellement, individuellement, avec une sensibilisation sur les causes qui les produisent. Et ça, je pense que ça sera une information importante et complémentaire par rapport à ce que ces cartes et tous ces outils peuvent donner.
Il y a aujourd'hui beaucoup de communication qui est faite par les associations de surveillance de la qualité de l'air sur les raisons pour lesquelles différents micro-environnements urbains sont plus ou moins pollués. Mais c'est une communication qui ne peut se faire que si la personne en face est à l'écoute, si elle va chercher l'information. Et voilà, on ne sait pas dans quelle mesure finalement les gens vont bien recevoir cette information. L'ADEME communique aussi énormément par des petits livrets sur la qualité de l'air intérieur, extérieur, les bonnes pratiques en intérieur, pourquoi les feux de cheminée peuvent être considérés comme polluants, etc. etc. Mais c'est vrai que ça doit être une démarche proactive de la part de l'individu de se renseigner pour comprendre. C'est pas quelque chose qui est forcément fait. Et alors, je me permets, parce que comme le micro transite à chaque fois par moi, ça me permet d'en placer une à chaque fois. C'est génial, j'adore mon rôle. Et effectivement, sur cette dimension angoissante et culpabilisante, parfois des messages, et même parfois une mauvaise compréhension, dans l'alimentation, c'est incroyable. Enfin, vraiment, on pourrait en parler pendant des heures. Et même sur la spatialisation et sur les enjeux en termes d'accès à l'offre alimentaire, on a vraiment vu des choses apparaître, notamment chez les populations les plus précaires, qui sont assez significatives et qui se traduisent après en termes de santé, puisque par exemple l'obésité en France stagne depuis quelques années, on est autour des 15%. Donc on dit ouais, très bien, tous les messages ont réussi, on est très fort en France. C'est enregistré, tant pis, mais je le dis quand même. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le taux d'obésité a diminué chez les populations les plus riches et elle a augmenté chez les populations les plus pauvres. Donc là, il y a un vrai enjeu à se dire, alors, les messages, ils ont été compris par une certaine partie de la population, et au final, on a creusé des inégalités à travers ces messages qui peuvent en plus être angoissants, culpabilisants et traduire une mauvaise compréhension. Sur l'alimentation, c'est vraiment très très net. Jean, je sais que tu veux interagir. Voilà, on va interagir sur voilà, comment on va intéresser les premiers concernés, effectivement. Et au fond, voilà, en y réfléchissant, je me dis que c'est aussi là que se structure des différences de régime de savoir, effectivement, en particulier dans le DIM. Puisqu'en fait, ce que je vois beaucoup chez les épidémiologistes, c'est finalement des corps qui ne sont pas ou peu sociaux. C'est finalement des individus statistiques, c'est universel du fonctionnement biologique, et disparaît complètement les logiques propres des acteurs. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, c'est un enjeu, je pense, central, parce qu'évidemment, toute la logique des acteurs, tous les savoirs qu'ils possèdent, tout ce qu'ils ont à dire, tout ce que, finalement... toute leur modalité de fonctionnement disparaît dans le traitement qui est fait de ces questions de santé. Alors c'est assez intéressant parce que dans le DIN, les quelques études qu'on a eues plutôt en sciences sociales, c'est des anthropologues sur les populations de l'ailleurs, et un des enjeux centraux qui émergeait finalement, c'était les savoirs que possèdent ces populations sur les questions de santé, justement. Et la façon dont prendre au sérieux leur logique, qui finalement sont souvent discrédités par les autorités locales, par les autorités nationales, par le corps médical, y compris par les collègues. Moi, je me souviens de réactions lorsque les dossiers ont été sélectionnés sur oui, bon, on ne peut pas vraiment parler d'immunité, on ne peut pas vraiment parler de transmission, on ne peut pas vraiment parler de ceci, qui montraient bien qu'il y avait une forme de défiance des logiques propres des acteurs, qui est assez forte, je pense, et qui sépare, là pour le coup, assez nettement, en tout cas, les gens que je peux voir dans ces communautés-là. Et de fait, je pense qu'une des façons d'intéresser les populations, c'est de les faire participer en les prenant au sérieux. Je ne vais pas dire que tout ce qu'ils ont à dire est vrai ou va changer la face du monde, mais il s'agit de les prendre au sérieux pour essayer de réfléchir à quelles sont leurs logiques propres, quelles sont leurs façons d'agir, leur raisonnement. Enfin, au fond, c'est le fondement des sciences sociales, c'est prendre au sérieux les acteurs, essayer d'en comprendre les logiques. Et à partir de ce moment-là, on le voit, les quelques études qu'on a eues sur des populations, du nord de l'Inde par exemple, sont des études qui sont très fines et à mon avis très efficaces pour essayer de régler des problèmes de zoonose qui concernent ici une transmission des maladies entre les éléphants et les humains, et qui permettent de produire des politiques publiques qui sont efficaces puisqu'elles concernent les gens
qui sont directement concernés, et leurs pratiques. C'est eux qui vont, au fond, les faire fonctionner ou non, ces politiques publiques. Et ce qui apparaît dans ces études, c'est aussi que ces types de savoirs sont complètement discrédités et délégitimés par les autorités publiques. Et moi, ce que j'observe, alors ça c'est pas du tout dans l'étude, c'est qu'elles sont aussi peu légitimes auprès de certains collègues qui sont ceux qui sont les plus légitimes dans le champ pour parler sur ces questions-là. Donc là, il y a un vrai enjeu qui rejoint un peu les questions finalement voilà, de la dimension politique des sciences, sur quels savoirs sont les plus légitimes pour cadrer les questions, de quelle façon. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est une question vraiment centrale. Du coup, en fait, cette question elle déborde de la question de la santé. Moi, quand j'étais responsable scientifique du LABEX, j'étais membre du conseil scientifique d'Efficacity. Donc, c'est des gens qui sont censés concevoir les dispositifs économes en énergie dans la vie et tout ce que vous voulez, sans arrêt. Moi, je veux dire, sans beaucoup d'imagination, je me rendais compte qu'ils proposaient des solutions dont la probabilité qu'elles soient adoptées par les usagers était quand même en dessous de 10%. Bon, je veux dire... ayant travaillé dans une école d'ingénieurs, j'ai aussi passé ma vie à voir des systèmes de transport un peu du niveau du savant cosinus, si vous voulez voir le jour, dépenser énormément d'argent en innovation technique, en prototypes, etc., pour ne jamais voir le jour. Et au fond, c'est pour ça que sur la question de la légitimité, elle est très très forte pour moi. Effectivement, on peut dépenser beaucoup d'argent pour faire tourner les systèmes techniques qui ne seront jamais utilisés ou qui seront détournés de leur usage. Et c'est pour ça que la question de l'usage, pour moi, la question de l'usage de l'usager et des raisonnements, je dirais, autochtones, elle doit gagner en légitimité, et y compris d'un point de vue de la rentabilité économique. C'est ça que je veux dire, voilà. Oui, effectivement. Il y a une question de Claire en coq. Claire, je te passe la parole. Non, je voulais pas poser une question, j'applaudissais. C'était les petites mains qui applaudissent parce que j'étais d'accord avec Frédéric. Voilà, c'est tout. D'accord, c'est encore, j'ai pas encore bien. Pourtant, ça fait 1 an et demi que je vis avec Zoom, mais j'ai pas vu la différence. Est-ce que des compléments d'informations sur ces dimensions, peut-être justement sur l'implication des populations et comment, enfin, je dis ça, je le résume en ces 2 mots, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ce que je viens de dire et tout ce qui a été dit auparavant. Alban ? Merci. Oui, simplement en 2 mots, parce que j'ai déjà évoqué aussi rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai que dans les démarches dont on fait la promotion, qui sont les démarches d'urbanisme favorable à la santé, ou ce qu'on appelle les EIS, donc l'évaluation d'impact en santé, la question de l'implication des populations lors de la phase de diagnostic de ces projets-là, elle est très importante. Et généralement, c'est dans ce premier temps qu'on est censé solliciter les populations pour affiner, prioriser des enjeux sur la base de diagnostics qui sont produits par les sachants, pour le coup, par les experts. Après, là où le bas blesse, c'est peut-être dans le passage ensuite sur tout ce qui est les recommandations et l'appropriation de tout ça. C'est vrai que là, quand dans un projet urbain on va solliciter des experts de la fabrique de l'asile, c'est pour que ce soit eux qui déploient leur expertise et qui disent voilà comment est-ce qu'on va construire, voilà comment on va aménager. Éventuellement on va s'adresser à des scientifiques qui amènent des compléments d'information. Je pense que les acteurs ne sont pas dans une posture où ils considèrent que les citoyens ont des solutions à leur apporter aussi, même si ils font l'effort de mettre ces démarches en place, mais c'est plus ou moins implicatif, plus ou moins descendant aussi selon les projets. Donc je pense qu'il y a encore cette barrière-là, et puis c'est aussi la barrière des différents champs de compétences et champs épistémologiques qu'on a évoqués tout à l'heure. Et il y a aussi un autre enjeu, je pense, pour sensibiliser les populations à un sens beaucoup plus large, au-delà simplement dans les projets urbains. C'est la question de la publicité de ces sujets-là, parce qu'on en parle aujourd'hui, mais est-ce que des élus s'en emparent? Est-ce que ces sujets ont été mis à l'agenda politique de manière forte? Il y a eu un Ségur de la santé, il me semble, il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on a discuté de tous ces sujets-là ou pas, plus ou moins? Est-ce qu'on profite de ce moment qu'on vient de traverser, qu'on traverse encore du Covid, pour interroger ces sujets-là, mais je veux dire sur la place publique et de manière très forte? Je pense qu'il y a aussi peut-être encore à faire là-dessus, sur cette mise à l'agenda, cette mise dans le débat public de ces enjeux. Alors, on a évoqué, il y a eu quelques interventions de personnes sur les plateaux télé qui disaient oui, ça nous fait quand même constater que la manière dont on habite la ville, etc. Mais c'est jamais allé très très loin dans les réflexions, alors qu'on avait un champ des possibles qui s'ouvrait à nous justement dans la situation dans laquelle on était pour
pour faire de ces sujets des sujets beaucoup plus martelés dans les médias, dans l'opinion publique, etc. Et justement, est-ce que tu peux nous rappeler, ou en quelques mots, ce que c'est que l'urbanisme favorable à la santé et pourquoi il y a cette dynamique aujourd'hui qui s'ouvre et qui fait qu'on se retrouve aussi tous autour de la table à discuter. Même si ça reste un champ, hein, on peut être beaucoup plus large, tu le disais avec le One Health, on parle aussi d'Exposome, mais est-ce que tu peux en 2 mots, parce que je sais qu'il est expert d'urbanisme favorable à la santé, nous le résumer en 2 mots? Tout à fait. L'urbanisme favorable à la santé, c'est l'idée ça part du principe en fait que un ensemble de thématiques de l'aménagement ont un impact sur la santé des populations. On parle de mobilité quand on parle d'exposition des populations, les choix des matériaux, les îlots de chaleur urbains, l'accessibilité, l'accessibilité que ce soit à des services, à des transports, à une offre de soins, etc. Donc le constat que tous ces éléments-là ont un impact sur la santé des populations constitue des déterminants de la santé des populations. Et donc tous les acteurs de la fabrique de la ville ont une prise sur ces déterminants de la santé et peuvent agir déjà dans un premier temps pour réduire au maximum les impacts négatifs, mais surtout potentiellement pour aller chercher des aménités et des impacts positifs éventuellement dans les projets, avec bien sûr toujours le risque, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que parfois dans cette recherche d'aménités et d'impact positif, on peut un peu se perdre et oublier les populations qui habitent sur le quartier de base. Et on peut peut-être, donc toujours avec cette vigilance-là. Mais voilà, c'est une approche très inclusive et très extensive, on va dire, de la santé par le biais de presque toutes les composantes de l'aménagement, et c'est évidemment très lié à tous les questionnements du développement durable, les approches environnementales de l'urbanisme, etc. C'est un champ qui s'est structuré quand même en appui sur ce qui s'est fait à partir des années 80 dans le champ de l'écologie. Voilà. En quelques mots, ce qu'est l'urbanisme favorable à la santé. Sinon, tu pouvais apporter des... Donc, et par ailleurs, tu évoquais les EIS. Donc les EIS, c'est un outil de l'urbanisme favorable à la santé. Donc juste pour information, c'est ce qu'on appelle les évaluations impact en santé, qui permet de réfléchir en amont des projets d'aménagement, donc vraiment avant que les projets d'aménagement soient développés, sur l'impact que peuvent avoir ces projets d'aménagement sur la santé, donc des impacts positifs et des impacts négatifs. Ça rejoint les évaluations environnementales, mais sauf que les EIE, voilà, ça c'est rendu obligatoire, les EIS c'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, on se bat pas forcément pour que ça soit obligatoire, parce que pour l'instant, vu que c'est pas obligatoire, on peut les faire un peu comme on veut. Donc il y en a eu plus d'une quarantaine qui ont été menées en France, et dans des grandes métropoles, et dans des, dans des espaces urbains beaucoup moins denses, et même dans des espaces ruraux. Il y a des bureaux d'études qui sont emparés de ces questions, et il y a des nouveaux métiers qui se développent autour de ces évaluations impact santé, autour de cet urbanisme favorable à la santé, et on voit vraiment ces nouveaux métiers se développer, et puis des formations aussi qui apparaissent. C'est le cas ici à l'UGE, où on commence aussi à introduire ces dimensions d'urbanisme et de santé dans différentes formations de master. Donc on voit effectivement que ça prend de l'ampleur, et que je pense que tu l'as dit, hein, la crise sanitaire a mis ça un peu sur le devant, certainement pas suffisamment, mais et c'était aussi rappelé par Aurélien Rousseau, qui est le directeur de l'Agence régionale de la santé, qui avait ouvert une journée sur ces questions de santé. Alors en plus c'était un jeudi, si vous vous souvenez, dans le contexte de la crise sanitaire, les annonces elles se faisaient un jeudi, et pourtant il nous avait dit bon bah là je vais partir tout de suite après au ministère, mais je prends le temps de discuter avec vous sur cet urbanisme favorable à la santé, parce qu'on se rend compte que en fait c'est des choses qu'on connaît mal. On sait très bien, en fait ça fait 20 ans qu'on sait que l'hôpital public fonctionne mal, mais ce qu'on ne s'était pas forcément rendu compte ici à l'ARS, c'est que aussi la ville fonctionnait pas forcément bien sur ces enjeux de santé, et il en avait parlé très longuement. Un complément peut-être, des infos sur la salle, où il nous sera justement temps de conclure. Une petite remarque concernant ce que vous venez de dire, concernant les évaluations environnementales.
les évaluations environnementales ne sont pas obligatoires. L'évolution du droit la plus récente, qui depuis 2017 est allée dans le sens de la directive européenne, qui fait que finalement il faut simplifier, mais il faut aussi intégrer de plus en plus effectivement la participation habitante, et aller dans un sens, dans une direction de simplification. Et donc finalement l'évaluation environnementale c'est fait avec un examen au cas par cas. Et ça, c'est assez catastrophique, parce qu'en fait, on peut échapper à des situations, à des projets d'aménagement qui pourraient être aussi... voilà, donc je vous alerte juste sur ces points-là, même si je ne connaissais pas effectivement l'évaluation impact en santé. Et notamment, je m'interroge aussi sur la pertinence de ces évaluations environnementales qui sont faites souvent, disons, par des bureaux d'études, comme tu viens de dire à Hélène, effectivement, et qui en fait sont mandatées par des collectivités qui n'ont pas en leur sein les compétences pour produire ces évaluations environnementales. Donc en fait, ils confient la commande à des bureaux d'études qui, en clair, souvent, excusez-moi si je le dis, disons, face à une demande qui est un peu écrite à l'amont. Voilà. Donc il faut faire un peu attention, et ces évaluations environnementales, en plus, ne sont pas forcément opposables. Donc elles ont juste ils donnent une orientation pour éventuellement orienter les projets différemment, mais elles n'ont pas un caractère opposable. Donc il faut vraiment s'alerter sur ces évolutions qui sont très importantes et qui en même temps n'ont pas forcément un caractère plus, plus important pour imposer ces enjeux dont vous parlez qui sont essentiels. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, bien entendu, mais la comparaison reste, je pense, enfin, la mise en miroir reste intéressante dans le sens où, là, on parle de quelque chose qui a quand même le mérite d'être dans le code de l'urbanisme. C'est-à-dire que les EIS n'apparaissent nulle part dans aucun code, et c'est vrai que sur ces enjeux-là, les enjeux qu'on porte d'urbanisme favorable à la santé, on est bien embêté pour savoir quel est le socle législatif sur lequel on peut s'appuyer pour porter tout ça. On le cherche encore malheureusement aujourd'hui. Non, mais je suis aussi d'accord avec la question de la portée. Il ne faut juste pas être simplement content qu'elles existent, il faut vraiment les faire exister dans la réalité. Non, voilà. et puis on sait très bien que la séquence éviter, réduire, compenser, c'est souvent la partie compensée qui est privilégiée. Oui, en fait, je me demandais par rapport à ces EIS, moi que je ne maîtrise pas très bien, est-ce que là on est à l'échelle du projet d'aménagement en lui-même, comme le IE? Mais dans le monde environnemental, il y a l'évaluation stratégique environnementale qui existe et qui est du coup à l'échelle par exemple des SCOT etc. S'il y avait quelque chose à cette échelle stratégique, finalement, des documents d'urbanisme en eux-mêmes, un équivalent au niveau de la santé. Et ça vous paraît oui, alors, en fait, le IS, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé non plus, mais c'est une démarche en fait, qui est une démarche d'évaluation de politique publique. Donc, a priori, elle est censée pouvoir s'appliquer même en dehors du champ de l'urbanisme ou de l'aménagement, l'évaluation d'impact en santé. Elle est censée... En fait, c'est une méthodologie qui a été développée par les anglo-saxons, par un écossais, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est Health Impact Assessment. Voilà, on sait que le monde anglo-saxon, voilà, on sait. Et donc, du coup, c'est plutôt une démarche d'évaluation des politiques publiques. Et il faut savoir que, en plus de l'EIS, qui est quand même une démarche très normée, avec une méthodologie en 5 étapes très précises, il y a eu très rapidement aussi l'ambition, notamment avec beaucoup de travail de l'EHESP, donc l'école des études en santé publique, d'outiller avec des nouveaux référentiels, des nouvelles méthodologies. Je pense par exemple à un guide qui est sorti récemment qui s'appelle le guide Isadora, donc ça veut dire intégration de la santé dans les opérations d'aménagement, qui est un guide très opérationnel sur l'intégration des enjeux de santé dans un projet urbain. L'agence d'urbanisme de Bordeaux avait travaillé avec le HESP pour produire en 2014 un guide plutôt centré sur les PLUI cette fois. Donc il y a quand même... L'EIS peut s'appliquer sur tout type de politique publique, et en plus de ça, il y a quand même des acteurs qui s'emploient à développer des référentiels, des guides qui ont vocation à se saisir de ces différentes échelles, aménagement, planification, urbanisme opérationnel, etc. Ça répond à la question. Et même, je compléterai en disant que l'ANRU, là, va sortir un rapport bientôt qui intègre ces questions de santé, puisque ça fait partie des acteurs qui s'interrogent aussi sur ces enjeux de santé. Oui, j'avais une petite question. Je tends mon micro de manière... Voilà. Merci, Juliette, pour le petit mot. Oui, j'aurais aimé avoir votre opinion sur les questions là, que vous débattez par rapport à quelque chose qui est très prégnant aujourd'hui en métropole, qui est la densification. Donc on voit très bien sur la région parisienne, avec, ne serait-ce qu'ici,
l'augmentation de la hauteur des bâtiments, la suppression d'un certain nombre d'espaces verts, et qu'on voit partout sur la région Île-de-France, et qu'on voit beaucoup plus largement à l'échelle du territoire métropolitain, sur toutes les zones littorales, qu'il s'agisse du littoral aquitain, breton, puis évidemment tout le littoral méditerranéen qui lui est déjà bien dense. Donc est-ce que finalement il n'y a pas une espèce de... Est-ce que tout ça est bien compatible? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contradiction entre les deux? Et est-ce que finalement, je dirais, les forces liées à l'intensification et à la densification du foncier ne sont pas très fortes par rapport à ce qui va concerner derrière la santé des habitants? En sachant que tu as 1 minute et quelques. Simplement pour dire que c'est quelque chose qu'on a beaucoup abordé dans le cadre du projet ANR, piloté par Olivier Coutard. Avec nos modèles, on a regardé les effets de la densification, et là encore, la problématique, c'est est-ce que la densification, elle est réussie ou pas? Est-ce qu'on a réussi à faire en sorte que finalement, dans une ville dense, une ville faite pour réduire les distances, les gens vont abandonner la mobilité individuelle, les voitures, etc. Et donc, nous, dans notre premier scénario, on voit ce paradoxe qui est que plus on densifie les activités, plus on densifie les émissions, plus on crée des micro-environnements confinés dans lesquels les gens sont exposés, etc. Donc, je parle pour l'environnement atmosphérique. Et même si finalement, au final, les émissions sont moins importantes parce que les distances parcourues sont plus petites, etc., tout ce petit monde est confiné dans un espace avec ses émissions, etc., et c'est polluant. Sauf que si on réussit à faire en sorte que les gens s'approprient cet espace et disent, finalement, voilà, je suis dans un espace, je vais essayer aussi d'organiser ma mobilité dans la ville pour limiter mes trajets individuels, alors on peut réussir à avoir une ville beaucoup plus efficace. Après, ça pose d'autres questions, qui est que finalement, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la ceinture de la ville dense? On a des gens qui n'ont pas accès aux mêmes services, etc. Autour sur les questions qui étaient évoquées, sur l'accès aux magasins d'alimentation, etc. Voilà, exactement. Donc après, il y a d'autres dimensions qui apparaissent, et prendre tout ça en compte. C'est un champ qui est couvert, mais c'est un champ qui est très complexe. Et le mot de la fin sera donc, c'est un champ très complexe. Donc c'est parfait, puisque on arrive au terme de cette table ronde. Et je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir, en fait, de prendre le temps de discuter dans la même salle avec des gens en vrai. Donc merci beaucoup pour cette initiative, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et donc on reprendra à 11h30 pour la table ronde suivante. Merci.